Donc, l'un des domaines les plus importants que je considère qui est en train de commencer à avoir la conscience, c'est vraiment le transgénérationnel, le legs transgénérationnel. On est capable de comprendre qu'une information que ma mère a gardée en secret, une honte, une tristesse, un rejet, qu'elle a gardé en secret, elle a eu une empreinte d'une boîte et je viens d'elle. Donc, dans mon ADN, je vais descendre la petite boîte qui va descendre et qui va être dans le sang et qui va s'en aller dans mon ADN et je vais porteur de ça. On a compris que quand ma mère ou ma grand-mère ou mon grand-père, peu importe, un ancêtre, a vécu un trauma qui n'a pas été libéré, les enfants qui naissent après ont une mission de sang. Ils ont à venir mettre en lumière par la maladie, par les diagnostics, par la peau qui gratte, par des symptômes et des signes. Ils viennent mettre en lumière ce qui n'a pas été adressé et qui a été gardé dans l'inconscient. Bienvenue sur le podcast Canal et Conscience, un espace de partage, de guidance et de transformation intérieure. Aujourd'hui, nous avons le bonheur d'accueillir Marie Boulanger, fondatrice de l'Institut d'hypnose globale du Québec. Marie est une femme passionnée, une conférencière, une formatrice, une auteure qui consacre sa vie à faire découvrir la puissance de l'hypnose comme un outil de transformation et d'éveil de conscience. À travers son approche unique qui est l'hypnose globale, elle nous invite à reconnecter avec notre sagesse intérieure et aussi à transformer nos perceptions avec douceur et profondeur. Son parcours lumineux, son écoute bienveillante, sa vision holistique et son beau sourire font d'elle une véritable référence dans le domaine de l'accompagnement conscient. Bienvenue Marie dans Canal et Conscience. Wow! Quelle magnifique présentation. Merci Sylvie. Bonjour Joanne. Bonjour. Dans le fond, Marie, on aimerait ça que tu nous parles un peu de ton livre qui vient de sortir et tu nous parleras un petit peu de ton école pour que les gens puissent découvrir vraiment qu'est-ce que tu fais. Ben, c'est super. Est-ce que le micro est à moi? Oui. Vous allez devoir m'arrêter éventuellement. Donc, bonjour tout le monde, à tous les auditeurs, les auditrices qui sont là. C'est un grand privilège pour moi d'être bienvenue de cette façon-là, avec amour et bienveillance. Et ben, je m'appelle Marie Boulanger. En fait, je m'appelais Marie-Hélène Boulanger et j'ai fait des grandes transformations sur moi-même. Ben, je m'appelle maintenant Marie Boulanger. Donc, j'ai choisi, hein, dans toute souveraineté, de m'appeler Marie Boulanger. Et il y a toute une histoire derrière ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais Joanne, tu me demandes la sortie de mon livre. J'ai écrit un livre, c'est un grand processus, l'écriture d'un livre. Je suis certaine que vous le savez, vous en avez écrit un également, les filles. Et ben, peut-être un et deux et trois, là. Je me souviens, Joanne, aussi, que tu en as fait plusieurs. Ceci étant dit, le livre que j'ai écrit, c'est un livre, je dirais que c'est une œuvre fondamentale de la compréhension de comment l'être humain fonctionne à travers des témoignages, à travers, à travers le retour à la source, à travers également la science qui est là. Donc, j'ai pris vraiment l'expérience de ma vie, mais j'ai quand même une des fondations scientifiques. Et pour moi, j'ai toujours voulu, depuis très jeune, m'expliquer comment tout fonctionne. Donc, j'ai un cerveau qui est créateur, un cerveau créatif. Je pense pas que je viens de la même étoile que monsieur, madame, tout le monde. Je pense que j'ai la chance de venir de très, très loin puis d'avoir une curiosité. J'ai dit une curiosité du feu de Dieu, dans le sens où j'ai quelque chose à faire sur la terre, j'ai des trucs à apporter et ma façon de le faire, ça a été, ben, cette fois-ci, par colliger tous mes apprentissages dans une œuvre. Je l'appelle vraiment une œuvre parce que ça m'a pris quand même 3 ans à peaufiner, écrire et tout ça. Cependant, quand j'ai été prête et vraiment mûre, hein, quand le fruit est mûr, le processus s'enclenche rapidement, naturellement. Donc, quand le fruit a été mûr cet été, j'ai pris tous les post-it, tous les notepads que j'avais, toutes les notes, les enseignements, tous les livres que j'ai lus, j'ai mis ça partout sur une table. Je me suis loué un chalet
Je suis partie de chez moi, je me suis loué un chalet sur le bord de l'eau dans les éléments. J'ai médité, j'ai prié et je me suis alignée dans la lumière pure et j'ai juste comme écrit ce qui avait besoin d'être mis en matière et évidemment, j'avais le titre du livre avant d'écrire le livre. Des fois, le titre vient un peu après. Il a changé peut-être, 57 fois, mais j'avais quand même la fondation du titre du livre et le livre s'appelle Rélovution. J'ai voulu faire un jeu de mots avec révolution parce qu'une révolution, c'est souvent sur le terrain par des guerres et on va à l'extérieur en manque et on veut s'approprier quelque chose. Et quand on comprend le concept du cœur, on comprend que tout part de l'intérieur de soi et j'ai voulu vraiment dire, on va faire une rélovution, c'est-à-dire on va aller chercher au lieu de la souffrance qui éveille la conscience, on va aller chercher la connaissance, la compréhension de ce qu'on de la façon dont on fonctionne, nous, en tant qu'être humain, dans un plan matière, mais avec toutes les composantes de tous les îlots qui peuvent composer l'être humain. Et ce qui est fascinant, c'est que j'ai appelé ça Rélovution. Et c'est vraiment comme un rendez-vous entre, je disais, quand l'hypnose globale rencontre la science et la conscience pour retrouver, je voulais écrire sa souveraineté, mais la souveraineté peut être interprétée par plein de personnes. Donc, j'ai vraiment été dans le pouvoir créateur de l'intérieur, dans ta lumière créatrice divine, on peut l'appeler de cette Mmh. façon-là. Donc, je me suis dit, on a déjà tout à l'intérieur de nous, dans notre engrammage. On a déjà la connexion de l'âme qui vient vivre une expérience sur la Terre dans un milieu très restreint, un peu complexe et dans la grande joie parce que la petite âme, elle se dit, wouhou, c'est le seul plan où est-ce que je vais pouvoir aller vivre de la colère, de la frustration, de la trahison, de l'amour conditionnel, de l'amour, si tu es gentil, tu peux recevoir un bonbon et tous ces programmes-là qui sont là et l'âme se dit: «Moi, je ne connais que l'amour universel. J'aimerais bien aller descendre si bas ou monter», parce qu'on ne sait plus si on monte ou on descend. Descendre si bas et venir expérimenter tout ça. Donc, dans cette structure-là, mon âme s'est rappelée d'où je venais, ce que j'étais. Et ce que j'avais à activer sur le plan de la Terre dans la verticalité de l'expérience. Et donc, à partir de ça, évidemment, ben, il faut quand même que je vous parle de qui je suis pour pouvoir vous dire que j'ai la permission d'écrire un livre comme ça. Donc, ce livre-là est vraiment j'ai mélangé mes grandes forces. J'ai mélangé la science, qui est vraiment les assises sur lesquelles on va comprendre rationnellement les processus. J'ai mélangé la spiritualité ou la conscience dans tout ce qui est non visible et tout ce qui est quantique, je pourrais dire comme ça, donc la science quantique et la science de l'invisible. Et j'ai arrimé ça vraiment avec la poésie. La poésie, ce sont des mots qui viennent sans nécessairement être compris au niveau rationnel, viennent entrer dans la matrice de l'énergie et viennent vibraliser l'essence du langage de l'être humain. Et l'essence du langage de l'être humain, ce n'est pas ce qu'on discute dans notre tête et ce qu'on discute de cette façon-là. C'est vraiment un langage symbolique, vibratoire, qui se transmet dans le non visible. Et donc, à partir de ça, au niveau de l'inconscient, à partir de ça, moi, j'ai compris que tout ce qui se travaille de la tête, donc tout ce qui est intellectualisé, perd l'essence vibratoire qu'on a besoin pour la vie ou la conscience. Donc, conscience pour moi égale le rythme de la vie, hein? Les rythmes de la vie, le mouvement de inspirer et d'expirer, le mouvement du sac et de ressac des vagues sur la plage, le mouvement de donner et de recevoir. Et donc, j'ai compris dans la structure de l'humain qu'il y a beaucoup de programmes qui sont construits sur la pyramide. Donc, on va avoir quelqu'un qui est au-dessus, qui va avoir l'autorité et qui va penser qu'il connaît tout et c'est tout. Et ensuite, il va avoir les dévots qui vont
prêcher ce truc-là, qui vont penser ce truc-là. Puis ensuite, tu vas avoir ceux qui disent: «Bon, ben, peut-être que oui, mais j'ai mon estime de moi un petit peu faible, donc je vais peut-être dire oui pour pas être chicané ou par programme». Et après ça, tu vas avoir l'autre masse qui va dire: «Ah ben, je le sais vraiment pas, donc je sais pas». Puis après ça, tu vas avoir vraiment une autre masse qui va dire: «Ben, je sais tellement pas et je suis habitué qu'on me programme et qu'on me dise: "S'il vous plaît, sauve-moi de quelque part", que je vais juste abdiquer et servir le roi ou la reine». Et donc, moi, ce que j'ai compris dans ce processus-là, c'est que le processus pyramidal, c'est aussi le processus transgénérationnel. C'est le processus qui transmet, ce qu'il a fait comme expérience et qui le transmet à différents niveaux ou à différentes lignées, si on veut. Et ce processus-là, tant qu'on est pris dans cet engrenage-là, ce que moi j'ai compris de ça, c'est qu'on n'est pas au service de la vie ou de la conscience. On devient au service d'un programme préétabli du mental. Et ça a changé toute ma vie. Ça a changé mon programme parce que moi, la façon dont je perçois ça, c'est que je perçois que c'est un mandala. Et au centre du mandala, c'est le cœur, c'est l'amour, c'est la lumière pure. Donc, je parle pas de «je t'aime si tu fais ça ou ça», mais on parle vraiment d'un taux vibratoire exceptionnel. On va parler vraiment de l'amour christique, de la lumière pure, appelez-le comme vous voulez. Moi, mon référencement, c'est la lumière pure. Il y en a qui vont l'appeler la source, il y en a qui vont l'appeler Dieu, Krishna, Allah, Bouddha, cocaïne, dépendamment de à qui tu donnes ton pouvoir. Mais l'issue de tout ça, la semence originelle, c'est une vibration de lumière pure, sans diffraction. Et donc, au centre de ce mandala, c'est ton cœur, qui est une cellule de l'univers, qui s'incarne et qui est là et qui contient tout ce bagage-là à l'intérieur. Et ce bagage-là à l'intérieur, il est oublié. Pourquoi il est oublié? Ben, parce que on part d'un taux vibratoire inouï et on diffracte la lumière, on diffracte la lumière pour pouvoir vivre dans l'expérience de la Terre. Et ce qui arrive, c'est que dans l'expérience de la Terre, ton corps physique est un vaisseau, je l'appelle l'atelier de l'âme, le laboratoire expérientiel de l'âme. Et ce laboratoire expérientiel de l'âme, on ne connaît pas. La plupart des humains ne connaissent pas son fonctionnement. Et son fonctionnement est tellement différent de ce qu'on nous a programmé, en commençant par nos parents, ce qu'ils nous ont dit qu'on était, qu'on n'est pas vraiment. On est par rapport à leur vision, ce que eux pensent et espèrent en projection de nous éventuellement. Donc, on n'est même pas au départ structuré de notre propre matière. Donc, en partant de ça, je me suis dit, ben, moi, dans la vie, je suis une enseignante. Donc, ma façon d'enseigner, elle est atypique parce que je suis une personne atypique. Donc, je suis une personne qui est théoriquement sur le spectre de l'autisme avec énormément de ce qu'on appelle, avec une comorbidité, là, c'est un grand terme, qui veut dire le TDAH. Donc, je suis en évidemment, j'aime bien dire haut potentiel, mais ça inclut également le haut potentiel, un diagnostic et ça inclut que je me mets dans une case spécifique. Donc, théoriquement, par la science, je suis une personne qui a un cerveau atypique, qui a une façon différente d'apprendre et de comprendre tout ça. Et à partir de ça, je peux dire que tant et aussi longtemps que je m'accroche à ce mot-là ou que je m'accroche à un diagnostic comme le TDAH, je deviens limitée et obligée dans ma structure d'être ça. Alors que j'ai été prise quand même dans ce mécanisme-là, mais l'idée derrière ça, c'est que le mental rationnel a besoin de compartimenter les choses pour s'organiser. Tandis que la structure inconsciente, elle, ce sont des histoires, ce sont des personnages archétypaux, ce sont des anges, des archanges, ce sont des personnages comme le juge, le critique, ce sont des personnages comme la reine, le roi. Et tous ces personnages-là, puis ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ah, peut-être moi dans une autre vie quand j'étais Carl Jung, si je suis passionnée de lui. Donc, peut-être que tu sais, je veux dire, c'est des grands quand même des grands chercheurs qui ont découvert que l'archétype était une forme pensée qui était collective
Et donc, l'inconscient est construit de ces formes pensées, de ces voix-là collectives qui contiennent des qualités. Et on va toujours chercher dans ces personnages-là ou dans ces entités-là qu'on peut appeler, on va chercher quelque chose qu'on n'a pas encore développé, mais qui résonne avec nous. Très compliqué pour dire la tête, le mental rationnel, qu'on appelle, chez moi, je l'appelle le bodyguard. Donc, quand ton bodyguard ou certaines personnes, c'est des légionnaires. OK? Donc, le bodyguard, quand le bodyguard est placé là, c'est parce que l'inconscient a subi de la manipulation ou des expériences qui ont créé des problématiques de peur, de stress, d'anxiété. Et quand ces bandes passantes-là, puis ma métaphore que j'adore utiliser, c'est la métaphore du cinéma. En fait, imaginons, imaginons que notre corps soit le véhicule. Bon, on sait que c'est le véhicule de notre âme. Donc, disons qu'on a un projecteur de télévision, de film, pardon. Et le vieux projecteur de film, la carcasse ou la machine, ce serait notre corps physique. Et à l'intérieur du corps physique, pour que la machine fonctionne et pour qu'on ait une image à l'extérieur sur l'écran, ça prend des bandes passantes, une pellicule. Dans mon histoire, la pellicule, c'est quoi? C'est l'empreinte expérientielle qui est restée marquée dans un négatif et qui contient à l'intérieur de cette boîte-là d'images, contient ce que tu as vu, goûté, senti, touché et émotionnellement chargé ou est-ce que ça n'a pas pu être délesté? Mais non seulement ça, je me suis rendu compte dans les dernières années qu'il y a aussi tout le principe de la perception de l'événement. Et c'est vraiment la perception de l'événement dans un moment donné qui a donné le négatif sur la bande passante. Ou certaines personnes vont appeler ça le TOC, où on va aller placer ça dans ce qu'on appelle une bande magnétique dans notre cerveau, qu'on appelle le cerveau réticulé activateur. Donc, je ne vais pas faire toute la science et toute la conscience derrière ça. Restons dans l'image. Donc, à l'intérieur de moi, connaissant qu'on qu'on fait circuler plus de 10 000 informations à la seconde depuis qu'on est né, même l'image d'un iceberg, l'en dessous du iceberg, ne serait pas à l'échelle. L'image, la clé USB pour contenir toute l'information d'un inconscient n'existe pas encore, même avec le AI. C'est assez volumineux comme information. Donc, on est la machine la plus complète du créateur, la plus perfectionnée qui existe. Ceci étant dit, disons que la bande passante, elle est là et que j'ai vécu à 2 ans ou à 7 ans ou un acte de naissance parce que on va voir, dans le livre particulièrement, on va voir comment l'acte de naissance vient créer ton engrammage premier, ton premier bout de film. Et on va voir l'importance que ce trauma-là, je suis obligée de dire trauma parce que c'est un événement très, très peu simple. C'est un événement où tu as vu, goûté, senti quelque chose, où tu étais à l'intérieur d'un avatar de ta mère et que ta mère a vécu, senti, touché quelque chose et on a des doubles, triples programmations qui a passé dans le liquide amniotique et dans le cordon ombilical. Tu es intraveineuse avec ta maman. Fait que la disposition dans laquelle ta maman, elle est à ta naissance, la disposition de la souffrance ou l'anticipation d'une problématique, de vouloir ou pas que tu sois là, de vouloir une fille ou un gars, a une incidence cruciale sur le reste de ta vie. Ça crée un aimant qui est cristallisé de cette expérience-là, qu'on appelle en science le conflit de séparation. Donc, ça vient créer une boîte de séparation. Donc, j'étais avec ma déesse, mon Dieu, et ensuite il s'est passé quelque chose, je suis sortie de là, peu importe comment, même si tu as une naissance dans un bassin d'eau de sel d'Epsom avec des dauphins en sniffant du jasmin, ça fait mal. OK? Donc, on s'en rappelle pas, mais le corps garde la mémoire. Et cette mémoire-là de souche, elle est dans la partie et la structure de ton inconscient. Et ce qu'on veut comprendre, c'est que ces mémoires-là, ces bandes passantes-là du film vont utiliser ce qu'on appelle l'énergie vitale, l'énergie de vie. Donc, si je vous pose la question, les filles, qu'est-ce qui fait
que j'ai une image de l'autre côté? C'est quoi que ça prend pour l'image de l'autre côté? Une Qu'est-ce que ça prend expérience? pour pardon? Une expérience? Ben, là, l'expérience, elle est clic, elle est sur notre bande passante. Oui, ça prend ça. OK. Mais Mmh. pour que j'aille la réalité à l'extérieur de ce qui s'est passé, qu'est-ce que ça prend comme, La énergie? comme énergie, tu vas nous le Quand on dire? branche le projecteur, les filles, ben, c'est ça, c'est trop Prends facile. du C'est pour ça, pouvoir. vous cherchez dans votre tête, c'est votre cerveau, Ouais, vous cherchez. Mais quand je branche mon projecteur, tr c'est quoi qui traverse le mur? C'est c'est quoi la qui lumière, traverse la bande la passante? lumière, Ben oui, la ben lumière. oui, ben oui, c'est la lumière. Attends, je vous mets une étoile. Attends, une étoile, tu trouvé une étoile pour toi, Joanne, pour l'avoir accompagnée. Donc, la lumière, quand la Mmh. lumière passe à travers le filtre mental d'expérience, ça se projette sur l'écran derrière. Donc, là, moi, j'ai fait comme tching, 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 tching. J'ai vraiment calculé, là, je me suis dit: «OK, donc si je comprends bien, Marie, dans cette métaphore-là, l'énergie qui passe à travers l'inconscient crée ma réalité à l'extérieur». Là, j'ai commencé à faire de l'anxiété. Je me suis dit: «OK, ça veut dire que c'est moi, avec mon interprétation, qui est responsable de tout ce que je crée à l'extérieur?» Mmh. Heu, oui. Donc ça, ce que ça vient faire, c'est que ça vient faire un des principes que j'ai vraiment acquis, que j'ai accueilli, que j'ai accepté comme un grand cadeau, c'est le principe de responsabilité. Et dans mon livre, j'ai la première page, je mets un warning. Si tu es pas dans le principe de responsabilité, attraction, création, et si tu te dis pas: «Oui, je suis le co-créateur de ça», ce livre-là va être difficile pour toi à avaler. Mmh. Si tu es une victime et que tu dis: «C'est jamais de ma faute, c'est trop lourd, c'est difficile, je peux pas, je suis impuissant» et tout ça, c'est pour ça que je commence avec la métaphore. Cette métaphore qui fait comprendre non seulement au mental rationnel, mais surtout à la structure inconsciente. Et là, ça a l'air drôle, mais ton inconscient est en train de dire: «C'est pas ton inconscient, c'est ton petit moi». Donc la structure de toi qui est le petit moi. C'est pas un enfant, c'est pas l'enfant intérieur. Et là, on s'est trompé. On s'est trompé entre l'archétype de l'enfant intérieur, qui est un personnage qui contient tous tes états émotionnels, et l'inconscient qui, lui, analyse, transforme, explique avec un niveau intellectuel graphique d'un enfant. C'est pour ça que je l'ai appelé le petit moi. Et le petit moi, il va parler en émotion, il va parler en couleurs, en formes géométriques, il va parler en archétypes et en métaphores. Le roi, la reine, le bien, le mal, le château, les dinosaures, les animaux. Et c'est pour ça également que j'ai rajouté dans les archétypes beaucoup au niveau du chamanisme. J'ai beaucoup appris des Autochtones, le pouvoir des archétypes des animaux. Donc, j'imbrique tout ce que j'ai appris et tout ce que je comprends dans la conscience que l'inconscient doesn't speak the básicamente no comprendo le même langage que le français ou que le rationnel. Donc, ayant 2 structures, j'ai compris qu'on en avait une troisième. On a aussi la conscience sage. On a aussi l'âme, on a aussi la vibration la plus pure qui existe, qui, on va appeler dans certains, mécanismes, on va appeler, disons, on va appeler ça, l'âme. Donc, on va appeler ça la partie de soi qui connaît tout à notre sujet, donc disons, notre âme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand scientifique, qui était anesthésiste avant, il est en France, et il s'appelle Jean-Jacques Charbonnier. Et Jean-Jacques Charbonnier a découvert, avec toutes les recherches qu'il est en train de faire, que l'on a une conscience extraneuronale. Et la conscience extraneuronale se situe à peu près à 1 mètre au-dessus de nous, comme un cloud. Oui. C'est exactement le même principe qu'un ordinateur. Avec la conscience qui est pas dans l'ordinateur, tu as le cloud qui garde tous les dossiers. Et là, on peut comprendre que quand on a 3 structures, quand la lumière sans diffraction de l'âme passe à travers un filtre, ça nous donne le scénario du filtre. Alors, j'ai eu peur sur le coup parce que je me suis dit: «Oh my God, je suis responsable, on est responsable, je suis responsable». Je me suis mis responsable coupable. Pourquoi Mmh. responsable coupable? Parce que dans mon histoire,
À des moments donnés, j'ai fait de la peine à du monde et je me suis sentie mal et je me suis sentie coupable et j'ai une maman qui s'est sentie coupable et une grand-maman qui s'est sentie coupable et une arrière-grand-maman qui s'est sentie coupable. Parce qu'avec mes recherches, j'ai vu que la culpabilité émanait de la famille, excuse-moi, de la lignée maternelle et l'impuissance. Ben, j'ai eu un papa qui a été impuissant dans plein de domaines, pas nécessairement impuissant physiquement, mais impuissant de collaborer avec quelqu'un ou impuissant de mettre son projet à terme ou de faire un rêve ou quelque chose comme ça. Et c'est très masculin, ce principe-là de l'impuissance. Et il y a eu un père qui était décédé très jeune, donc il n'y a pas eu de reflet de père. Et il y a eu un grand-père qui était impuissant, ou etc. Et on s'est rendu compte que l'impuissance, c'est aussi une boîte qui appartient au langage de la lignée paternelle. Alors, toutes ces compréhensions-là, toutes ces connaissances-là, et le principe de responsabilité sur la planète fait en sorte que si c'est moi qui l'ai créé, c'est qui c'est qui peut le dégréer? Juste moi. Qui sommes-nous à l'extérieur pour dire je vais te montrer comment ça marche, je vais le faire pour toi? Non, 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 non. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas encore parlé, mais que la méthode que j'ai développée, elle s'appelle l'hypnose globale. C'est pas de l'hypnose ericksonienne. C'est pas de l'hypnose médicale. C'est pas de l'hypnose juste thérapeutique. C'est de l'hypnose globale qui va englober 3 grands axes où on peut trouver une bande passante ou une boîte noire qui vient paralyser ta structure de personnalité. Et ces 3 grands axes-là, c'est sûr et certain que, tu sais, ça fait quand même 30 ans que 40 ans, mon Dieu, 30 ans, je me rajeunis, mais ça fait quand même 40 ans que je que je que je prononce ça, que j'ai pas été lapidée sur la place publique, mais à l'époque, c'était comme: «Wow! Oh my God, tu es vraiment une illuminée, tambourine», comme j'ai un frère qui pensait que j'étais avec Krishna, là, genre, avec les tambourines, avec la robe rose, orange, puis qui portait des colliers, là. Et c'est ça qui arrive, c'est que quand tu as de l'information avant ton temps, Mmh. ce qui arrive, c'est que tu deviens vraiment la mire de quelque chose qui est structuré, rigide et limité. Donc, la première chose qui va sortir, c'est que c'est sûr, je n'y crois pas. Donc, étant confrontée à ça, puis étant quelqu'une qui est très curieuse, j'ai été chercher toutes les origines et les souches. J'ai été, ben, je dis pas toutes, là, mais j'ai été chercher beaucoup de souches au niveau de la médecine pour être capable d'expliquer les processus au niveau biomécanique, au niveau que comment ça fonctionne et c'est quoi le nerf de la guerre dans un corps physique et comment ça se transmet d'une partie à l'autre et pourquoi un foie peut être infecté ou pourquoi on crée des douleurs ou on a des accidents ou des choses comme ça. Fait que j'ai été voir qu'est-ce qui se produisait dans les mécanismes à l'intérieur au niveau de la science. Et j'ai compris que la science couvrait un spectre précis et c'est merveilleux. Merci la science de nous donner l'information biologique, biomécanique. Merci de nous donner des diagnostics et tout ça. Mais il y a tout l'autre pan qui s'appelle le pan de la partie inconsciente. Mmh. Et plus on avance, nous autres, en ce moment sur la planète, plus on évolue, plus la science est curieuse de ce qui se passe avec l'inconscient. Et c'est quand même très intéressant de comprendre que on n'est pas en guerre, on est comme ça. Et à partir du moment où on va faire oup, comme ça, puis on va dire, OK, toi, tu peux m'aider, moi, je peux t'aider, je te transmets ça, tu me remets ça. Le sac et le ressac des vagues, l'inspire et l'expire, je te partage, tu m'offres équitablement. Et c'est ce mouvement-là qui crée l'émancipation, la grandeur de la vie qui s'installe. C'est pas pour rien que mon logo de compagnie, c'est un mandala. Ça part de cette souche-là. Et ce qui est intéressant dans ce que je raconte, disons, dans l'histoire que je raconte, c'est que si j'ai un film qui donne des résultats à l'extérieur qui ne sont pas, agréables ou qui sont difficiles, il y a aussi une raison pour ça. Parce que la raison pour ça, c'est que l'être humain j'ai compris que l'être humain ne bougera pas d'un chemin neuronal qui est déjà fait, tant et aussi longtemps que ça fait pas mal.
ou Mmh. qu'on perd pas quelque chose. Parce que quand ça va bien, Mmh. pourquoi je changerais? Voilà. OK. Donc, la souffrance éveille la conscience. Mais c'était vrai il y a longtemps, c'est encore vrai, mais avec les connaissances qu'on a maintenant, la connaissance éveille aussi la conscience. On est vraiment dans un point de bifurcation où on va avoir énormément d'informations qui va s'ouvrir. Ça va être gratuit, ça va être simple, ça va être facile. Mais l'idée, c'est, ça prend des convertisseurs d'énergie. Donc, moi, je me considère comme étant une, une coloriste de matière grise pour que tu comprennes comment ça fonctionne tout ça. Et quand on passe du plan de l'inconscient à la pleine conscience, on est obligé de voir que c'est des illusions dans lesquelles on s'est créé. Donc, j'adore l'idée que c'est des bandes passantes à l'intérieur de nous. J'adore l'idée que notre lumière, notre énergie, notre dynamique passe à travers ça et ça donne un résultat à l'extérieur. C'est bien beau, là, je comprends tout ça. Maintenant, tout le monde me demande, ben, comment on fait? Comment on fait pour déprogrammer et déconstruire et défaire ça? Ben, faut aller parler le langage de l'inconscient. Et le langage de l'inconscient, je suis désolée, c'est pas le langage rationnel mental. Le langage rationnel mental te permet de faire une prise de conscience, de brancher ta lumière dans la compréhension. Prise de connaissance, prise de conscience. Ah, j'allume la grume. Wouhou! Je savais pas que il se passait ça, puis parce qu'il s'est passé ça, j'ai créé ça. Puis c'est ça que ça donne sur ma bande passante. Donc, vraiment, on est plutôt dans la connaissance maintenant. Puis est-ce qu'on est obligé de souffrir pour évoluer puis avancer? Je m'excuse, je vais être vraiment, une Cassandre, là, je vais annoncer une mauvaise nouvelle. Hem, oui, le cerveau humain ne change pas de place tant qu'il y a pas de motivation à le faire ou tant et aussi longtemps que le why, le pourquoi je vais changer, est une question de vie ou de mort. On tombe dans le mécanisme qu'on appelle la survie. Et évidemment, vous allez me dire: «Ouais, mais on dirait que tout il y a une map de monde qui survivent là. On est dans la survie». Ben oui, parce qu'on est dans le plan horizontal et dans le plan horizontal, c'est faucon, 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 programme, faucon, 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 puis on classifie, puis toi, tu as une Mercedes, puis moi, j'ai un ci, puis un ça, puis moi, j'ai pas assez d'argent, puis l'épicerie coûte cher, puis on reste pris dans la matière dans des choses qui sont des illusions. Oui, mais là, quelqu'un va me dire: «Ouais, mais c'est pas une illusion, mon épicerie coûte 200 $ de plus». Je suis d'accord avec toi, mais l'attention que tu mets là n'est pas en train d'être mise sur la compréhension de comment tu fonctionnes pour te sortir de la survie et commencer à vivre. Mmh. Et l'objectif, c'est je sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai ramassé le contrat, puis je suis descendue ici, puis j'ai dit: «Moi, ce que j'ai à faire», puis depuis que je suis toute petite, c'est d'empouvoirer les gens. Puis là, vous allez me dire: «Empouvoirer», c'est bien laid comme mot, mais c'est un mot, je l'ai cherché dans la langue française. C'est un mot qui veut dire retrouver son pouvoir. Donc, comment faire pour empower, pour rendre le pouvoir à chaque individu pour que là, il devienne souverain? Et la souveraineté, c'est pas en pyramide. C'est pas d'être souverain assis là puis dire: «Fais ci, fais ça, faut qu'on puis que tout le monde travaille pour toi». Non, la souveraineté, c'est d'aller chercher ta couronne. Où est-ce que tu l'as perdue? Où est-ce que tu as été humilié? Où est-ce que tu as été rejeté? Où est-ce qu'on n'a pas pris soin de toi? Où est-ce qu'on t'a rossé? D'aller chercher la couronne dans la boîte, la sortir, la peaufiner, la nettoyer et la remettre sur ta tête. Et ça, c'est se réapproprier son pouvoir de création. Et la souveraineté, c'est également quand on est un bon souverain dans son domaine, on travaille pour le peuple. On travaille pas pour soi, puis pour avoir de l'or et tout ça. Ah bon, Louis XVI, oui, mais d'autres rois ou d'autres reines ont été souveraines et ont été vraiment là pour le peuple. J'ai un archétype intéressant, que j'appelle Lady Di. Lady Di est un archétype très intéressant parce que elle en avait rien à cirer de la royauté de royauté. Elle avait rien à cirer de l'Église dans laquelle elle était de l'homme. Elle avait le peuple à cœur dans la dévotion de ce qui était là. Elle n'avait pas besoin de se soucier d'argent parce qu'elle pouvait manger, se nourrir et elle pouvait aussi aller éveiller la conscience à l'extérieur en disant: «Qu'est-ce qui compte? C'est que mon cœur
résonne avec le tien et qu'on fasse un ensemble, l'instant d'un moment où tu peux te supracharger sur ma lumière qui est intarissable. Mon Dieu, c'est beau ça. Mettre ça dans mon Ouais. petit écrit là. C'est très intéressant, Marie, puis je pense que si on va avec ce que tu viens de dire, je pense que c'est cette même essence-là que je pourrais dire qui t'a emmené à ouvrir aussi ton école parce que tu as l'Institut Exact. global, de l'hypnose, ben, l'hypnose Oui, globale. J'aimerais ça que tu nous en parles de ça aussi pour, que oui. les gens puissent connaître, Ben oui, juste avant ça, je voudrais tu sais, j'avais annoncé, il y a 3 terrains ou 3 îles dans ouais, lesquelles on peut aller chercher les racines d'une problématique. Fait que d'accord. quand on pense global, on pense pas juste science, on pense pas juste l'esprit, on pense pas juste archétype, on pense pas juste, transgénérationnel. On pense tout ça qui a une incidence dans la structure de notre psyché inconsciente. Donc, l'un des domaines les plus importants que je considère qui est en train de commencer à avoir la conscience, c'est vraiment le transgénérationnel, le legs transgénérationnel. Donc, on est capable de comprendre quand on le comprend, puis qu'on sait qu'est-ce qui se passe, on est capable de comprendre que une information que ma mère a gardée en secret, une honte, une tristesse, un rejet, qu'elle a gardé en secret, elle a eu une empreinte d'une boîte et je viens d'elle. Donc, dans mon ADN, je vais descendre la petite boîte qui va descendre et qui va être dans le sang et qui va s'en aller dans mon ADN et je vais être porteur de ça. C'est vrai pour ma mère, mais c'est vrai pour ma mère aussi qu'elle aussi, elle a deux origines. C'est vrai pour ma mère, puis pour leur mère, qui ont eux aussi des origines. Et on a compris avec la science qu'il y a 7 niveaux de conscience. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 7 générations qui vont transmettre le secret ou la problématique ou le positif aussi. Je ne veux pas juste parler négatif, mais la conscience, l'éveil, le contexte dans lequel tu l'as fait, mais c'est pas génétique. Ce qui est génétique, c'est les traumas et les chocs dans l'ADN. Ce qui n'est pas génétique, qu'on va appeler épigénétique, c'est l'environnement social dans lequel on va te propulser ou on va te plonger. Est-ce que tu es dans la soupe au pois ou tu es dans un beau petit bouillon ouais, feng shui? D'accord? Donc, tout ça dépend et ça va construire ta psyché inconsciente. Donc, la partie génétique, on s'est compris, on a compris que quand ma mère ou ma grand-mère ou mon grand-père, peu importe, un ancêtre, a vécu un trauma qui n'a pas été libéré, les enfants qui naissent après ont une mission de sang. Ils ont à venir mettre en lumière par la maladie, par les diagnostics, par la peau qui gratte, par des symptômes et des signes. Ils viennent mettre en lumière ce qui n'a pas été adressé et qui a été gardé dans l'inconscient. Donc, les plus grands programmateurs de notre personne, de notre cinéma intérieur, c'est tout le cinéma de papa et tout le cinéma de maman. Il ne faut pas oublier qu'il y a des sous-modalités de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents. Et c'est pas faux de dire que des fois, une grand-maman va avoir vécu une agression, pas nécessairement sexuelle, mais une agression où est-ce qu'elle a eu un choc traumatique et parce que c'est trop gros à intégrer, je le disjoncte. Je suis pas dans le rationnel. C'est trop gros pour une structure rationnelle. Je vais aller le porter, ma boîte noire, dans l'inconscient. Puis quand je vais être prêt ou quand il va y avoir une opportunité, je vais pouvoir le développer. Mais parce que le temps n'existe pas dans l'inconscient, ça peut être ici, aujourd'hui, demain ou dans une autre vie. On s'entend-tu, là? Ça peut être n'importe quand qu'on va aller le réguler. Mais le corps est le gardien des mémoires. Le corps physique garde les empreintes et les mémoires. C'est pour ça que l'on développe des signaux d'alarme. L'estomac qui brûle, euh, me briser le dos, avoir des douleurs dans le corps physique. Le langage du corps, c'est de dire, je suis un messager. Si ça ne fonctionne pas à 100%, c'est parce que quelque chose que tu n'as pas adressé dans ce qui l'a créé. Donc, le transgénérationnel, écoutez, j'ai trouvé des recherches, c'est dans le livre, j'ai trouvé des recherches qui partaient dans tous ceux qui ont vécu en Islande. Et en Islande, il y a eu ce qu'on appelle, il y a 3 ou 4 générations, il y a eu ce qu'on appelle une famine. Ils se sont rendus compte que les ancêtres de 4 générations plus bas ont le diabète de type 1. Et là, ils ont été chanceux parce qu'ils ont retrouvé des archives en Islande de cette espèce de truc-là. Ils ont remonté au niveau de l'ADN qui était avec qui.
Ils se sont rendus compte que ceux qui ont eu un ancêtre qui est décédé ou qui a souffert de la famine ont développé les enfants la maladie qu'on appelle le diabète de type 1. Pas celui de l'obésité, mais celui qui est transmis dans les gènes et tout ça. Quand j'ai découvert ça, moi, j'ai fait comme: «Oh my goodness gracious!» J'ai dit: «Oh là, on a vraiment une pépite». Puis de cette pépite-là, je me suis rendu compte, pas juste moi, mais il y a des chercheurs qui se sont rendus compte, qui font du transgénérationnel, mais qui ont été aussi chercher toute la transgénéalogie, puis comment faire des génosociogrammes, de savoir qui tu portes par les dates de fête et tout. Et quand tu connais ton ancêtre qui était là et la problématique que tu es venu réparer, pas juste en le connaissant, mais en libérant les liens d'attachement, puis en réécrivant la bande passante, avec de la beauté, de la lumière, de la joie, de la légèreté. Quand je reçois ça, quand je libère l'ancêtre et que je réécris le scénario, ça change toute ma dynamique. Donc, c'est plus juste des transformations, c'est des transformations identitaires. Mmh. Et ça, c'est des transformations permanentes. Quand je change ma structure identitaire et que je ne suis plus dans je porte la blessure d'un ancêtre, je porte le programme d'un ancêtre. Et là, ça, c'est vrai aussi pour tout ce qui est les addictions, tout ce qui est le remplissage, là, tout ce qui est, bon, mes parents en ont manqué, on a un problème d'argent, ben, je vais revenir puis je vais avoir un problème d'argent. Mais je ne sais pas où ça peut venir. Ça peut venir de ma vie actuelle, entre zéro et l'âge que j'ai. Donc, ça peut être un programme que j'ai disjoncté dans ma vie actuelle. Ça peut être un programme qui émane du transgénérationnel, la deuxième île, mais ça peut aussi, puis là, il faut rester ouvert, ça peut aussi venir de ce qu'on appelle un plan archétypal parallèle. Je dis parallèle, ça veut dire quoi? Il y en a qui ont entendu vie antérieure, il y en a qui ont entendu passé. Donc, je vous dis tout de suite, au niveau de la science quantique, tout se joue en même temps. Donc, en ce moment, on joue sur plein de panneaux, mais on met notre attention sur la vie actuelle, dans laquelle on est actuellement. Donc, je ne veux pas défaire des paradigmes, là où vous êtes rendu, je veux juste vous donner une connaissance. Ça fait votre affaire, tant mieux. Vous allez pouvoir jouer sur la bande de film à l'intérieur puis créer différemment. Et si ça ne résonne pas pour vous, puis vous dites, oups, là, elle a une tambourine puis une robe orange, si ça vous fait ce feeling-là, c'est pas grave. Je dis ça à mes étudiants, it's not grave. It's not grave. Parce que quand la fleur personnelle va être rendue à ouvrir à cette connaissance-là, elle ouvrira. Mmh. J'ai été longtemps quelqu'un qui tirait sur les fleurs et disait: «Tu peux pas croire, je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça, je connais ça» et ça faisait pas la job comme aujourd'hui ça le fait. Aujourd'hui, je laisse venir à moi les petits-enfants qui ont envie de découvrir, de connaître et de savoir parce que moi-même, j'ai été un petit enfant qui a eu envie de découvrir et de connaître. Ce qui est aussi intéressant dans le transgénérationnel, je vais quand même il faut absolument que j'en parle. Dans le transgénérationnel, ce qui est le plus important, à mon avis, c'est le projet sens. Qu'est-ce que ta maman et ton papa t'ont légué comme information qu'ils voulaient que toi tu deviennes? Donc, c'est un peu complexe à comprendre, je t'explique mon histoire. Ma maman, qui est une femme féministe, qui est une femme à l'avance de son temps, hyper brillante, infirmière, hôtesse de l'air dans ces époques-là. Elle avait sa petite voiture toute seule, hyper autonome. Elle, ce qu'elle voulait, c'est pas quelqu'un de beau, de riche, elle voulait quelqu'un d'intelligent. Pour avoir des enfants intelligents, des filles en particulier, je m'excuse de le dire, mais elle nous a dit: «J'aurais aimé avoir des filles en particulier qui sont intelligentes, capables de se débrouiller sans homme». Je l'ai entendu et à partir de très jeune, elle nous a amenés au théâtre, elle a ouvert les musées, on est allé à New York, on a vu la beauté, on a vu des pièces de théâtre, des casse-noisettes. On était dans la culture générale, dans l'information qui était là, dans les arts, je me rappelle, on a découvert, comment il s'appelle? Klimt. On est allé au Guggenheim à New York, on a 7-8 ans, ma sœur et moi, puis elle nous amène, faire, ces découvertes-là et tout, pour qu'on puisse avoir de la culture, de l'intelligence et tout ça. Fait que, sans vous dire rien, inconsciemment, y a-t-il une pression d'être intelligent quelque part?
C'est mon projet sens. Comme ma curiosité, mon désir d'apprendre, de connaître et tout ça, insatiable. Mais en plus de ça, dans mon histoire, avant que moi je vienne au monde, ma mère a eu une grossesse jumelaire. Elle a eu des jumeaux qu'elle n'a pas mené, elle a mené à terme à 6 mois. Et à cette époque-là, à 6 mois, on ne faisait pas de rescue. Donc, ils ont vécu 1 minute et ça a été tellement gros pour elle qu'elle s'est dit, pour pouvoir gérer ça, de toute façon, je ne les voulais pas. De toute façon, j'ai fermé ça. De toute façon, là, je t'ai dépassé déjà. Je ne voulais pas des jumeaux. OK? Elle m'a appelée Marie-Hélène. Alors, c'est inconscient, mais ce qu'elle a transmis là, c'est ce qu'elle n'a pas géré dans Mmh. les 2 prénoms. Et donc, quand tu pelletes tes feuilles mortes sur le terrain du voisin, qu'est-ce qui arrive? Le voisin doit les pelleter, puis doit faire le travail pour les ramasser. Donc, Mmh. moi, je me suis retrouvée avec deux identités. Deux identités qui sont même pas les miennes. Puis elle dit, je sais pas pourquoi, j'ai pas appelé personne d'autre à double nom. Nous, avec la recherche, on a compris que l'inconscient parle en noms qu'on donne, parle en vibrations qu'on offre et tout ça, plus fort que le rationnel. J'ai même pas pensé. Je t'ai donné le nom de mon ancêtre. Eh boy! Si tu savais ce que ça fait dans les lignées familiales, tu portes complètement l'ancêtre en ayant son prénom. Moi, je pensais de l'honorer. Ouais, de l'honorer en prenant la boîte, et en faisant tchouk dans le terrain de l'autre personne. Donc, le transgénérationnel crée énormément de programmes d'avant même arriver ici. Et quand je suis sous le joug du projet sens de mes parents, je ne savais pas. J'ai vécu ma vie pour plaire à ma mère, puis pour plaire à mon père qui est absent. Fait que j'ai essayé tout ce que j'ai fait. Fait que je suis devenue hyperactive. Regarde, maman, regarde, c'est beau. Ah, je suis capable de faire ça. Oup, oup, Mmh. oup, je m'en vais à gauche, à droite. J'étais fatigante, là, mais très intéressante parce que j'ai aussi développé une grande qualité. La qualité de la répartie, mais non seulement ça, la qualité de l'humour. Et l'humour, tout le monde a un genre de préjudice favorable pour l'humour. Pas l'humour grivois, mais l'humour intelligent. Et j'ai la capacité d'avoir cet humour intelligent-là, donc j'ai réussi à passer à travers le système scolaire qu'il y avait à l'époque, qui n'est pas un système scolaire pour monsieur, madame, tout le monde. C'est un système scolaire pour dresser, diriger, programmer des esprits qui pensent tous de la même façon. J'ai travaillé pendant 25 ans à formater des gens en anglais langue seconde, en arts plastiques, en arts visuels au secondaire. J'ai enseigné toutes les matières possibles et comme je disais, j'ai jamais enseigné la matière. J'ai enseigné l'être humain. J'ai enseigné la vie à travers le médium de la matière. Et c'est comme ça que j'ai créé mon institut. C'est vraiment cette idée derrière ça. Ceci étant dit, ça, c'est la dimension qu'on va parler du transgénérationnel qui a une influence vraiment puissante sur ce qu'on est. Mais tu as aussi tout ce qui s'est passé dans un autre temps, d'un autre lieu. On va appeler ça les plans parallèles. Les plans parallèles, tu peux penser à vie antérieure, tu peux penser à... Mais chez nous, on va pas appeler ça la vie antérieure. On va appeler ça un scénario épique qui se joue à l'intérieur de toi, à travers toi. Donc, parce que étant scientifique, je me dis, il peut pas avoir eu 53 Jeanne d'Arc, là. On peut pas avoir été, il peut pas avoir 53 personnes qui ont été Jésus ou Marie ou un ange ou un démon ou peu importe ce que tu vis dans ton scénario ou ce que tu as vécu. Donc, ça peut pas être des milliers de personnes qui ont vécu la pendaison, l'humiliation et tout ça. Bon, peut-être, oui, mais l'idée, c'est que les grands archétypes, ils vont être un cinéma qui existe déjà, qui s'est passé dans notre temps rationnel, dans un autre temps, d'un autre lieu. Et ce qui arrive, c'est que on on se fusionne à un des scénarios qui est là et c'est ce qui joue dans notre tête. Fait que si je t'accompagne en méta, parce qu'on vit j'ai vraiment pris ça j'ai pris ça de Facebook, là, aller dans le méta. Fait que j'ai créé vraiment un espace où est-ce qu'on appelle, l'approche expérientielle et l'approche expérientielle, c'est d'aller faire une expansion de conscience dans le méta et d'aller chercher plein d'informations.
que ce soit un scénario qui est lié à ta problématique aujourd'hui et on va réécrire le scénario, transformer ça, aller chercher les ressources qui ont été bloquées parce que c'est souvent ça, une maladie ou un problème, c'est il y a une ressource qui a été bloquée quelque part dans une bande passante et c'est toujours ça qui se rejoue. Donc, Mmh. quand on a la capacité de mettre de la couleur, d'être scénariste, de transformer le scénario, de libérer l'énergie qui était créée là, tu retrouves la ressource, tu la réintègres à l'intérieur de toi et ton chemin commence à devenir pavé d'or au Ouais. lieu de mine antipersonnelle. Donc, c'est un peu cette partie-là également. Donc, 3 axes, 3 îlots d'accès qui contiennent à peu près toutes les racines possibles et imaginables d'une problématique. On va être obligé de croire que entre ton acte de naissance, ton projet que ta mère t'a donné jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, il y a du thérapeutique. On va être capable de penser qu'il y a du transgénérationnel qui est attaché à la problématique ou il y a un plan méta dans un scénario qui est là, d'un autre temps, d'un autre espace. Ça peut être illuminé, là, ça peut être sur une autre planète, tu peux arriver dans un genre de cartoon, ça peut être aussi simple que ça peut être dans une métaphore de Cendrillon ou ça peut être dans une impression de je suis à la guerre, il se passe quelque chose et tout ça, que nous, on va communément appeler un scénario épique que ta tête te joue. Évidemment, j'ai été formée en premier avec l'hypnose spirituelle. Donc, l'hypnose spirituelle, c'était un type d'hypnose qui te permet d'aller dans les métamondes, c'est ce que j'ai compris, à aller chercher ces scénarios-là. Donc, j'ai tellement vu de réécriture faite à partir de cette dimension-là qu'on appelle l'expansion de conscience, que je suis obligée, parce que je l'ai expérimenté moi-même, parce que je l'ai vu et parce que moi, je me suis sortie d'une impasse terrible d'anxiété généralisée, de troubles graves, de panique et je ne sortais plus de chez moi, agoraphobie, je ne sortais plus de chez moi et par cette expansion-là où j'ai été réparer un scénario du passé dans ma bande passante que je portais à l'intérieur de moi, ça a libéré et ça a défait et déconstruit tous les symptômes liés au fait que je m'enterrais moi-même vivante quelque part. Bon, je vous ai donné un petit aperçu de mon scénario là, qui était là. Donc, une fois que j'ai eu libéré toutes les empreintes, j'ai eu redessiné, réécrit la situation, je considère que j'ai écrit un nouveau film complet parce qu'il y a une Marie Boulanger avant. Non, il y a une Marie-Hélène Boulanger avant et il y a une Marie Boulanger après. Et je suis complètement libre parce que j'ai repris ma couronne et je l'ai mis sur ma tête. Et maintenant, je peux enseigner la compréhension de comment ça fonctionne et la responsabilité à toi de faire ta nouvelle identification et lâcher ton père, ta mère, lâcher l'école, non pas lâcher l'école, mais lâcher le programme que l'école a fait, le niveau de conscience de l'école scolaire, parce que dans le livre, j'explique que nos 2 programmateurs, c'est nos parents, mais aussi nos ancêtres. Puis le plus grand programmateur, c'est l'école, toutes les restrictions dans l'école. Fait que ce que je me suis dit, moi, j'ai fait 25 ans à enseigner à l'ordre secondaire à des garçons en particulier. J'ai vu que les garçons apprennent pas du tout de la même façon que les filles. Les filles vont apprendre 1, 2, 3, 4, 5. Le gars va prendre le concept, va le défaire, va essayer de le refaire. Donc, on n'a pas des cerveaux qui fonctionnent de la même façon. Puis en ce moment, quand on est atypique et on a un cerveau de TDA ou TDAH particulièrement, on va travailler en arborescence plutôt qu'en lien logique. Donc, eux, eux, je dis nous, quand on est TDAH ou qu'on a un problème de déficit de l'attention ou qu'on a la dyslexie, dyspraxie ou des troubles d'apprentissage, le cerveau ne fonctionne pas pareil. Donc, on va apprendre à travailler avec la partie de l'inconscient. Fait que moi, j'enseignais avec des couleurs, des formes, des petits dessins qui représentaient ça pour que tu apprennes par cœur, parce qu'il faut apprendre par cœur encore à l'école. Il ne faut pas comprendre nécessairement le concept. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'après 25 ans dans le monde horizontal, je me suis dit: «Oh là là, il y en a soupé là, il est tanné là. Là, il ne peut plus apporter la lumière, la joie, la beauté à tout ça», parce que là, on commençait à avoir des restrictions de paramètres très carrés et moi, ça m'essoufflait. Je me disais quand même: «Tant que je ferme la porte de la classe et que je peux faire encore en autonomie ce que je veux, puis ça fonctionne super bien». Écoutez, imaginez-vous que je travaillais dans un collège privé pour garçons et c'était des garçons en difficulté, puis ils avaient choisi
dans cette école-là, ils avaient choisi en tout cas, non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais ceci étant dit, c'était très sportif, mais ils avaient de la difficulté avec l'anglais. Donc, j'ai travaillé avec eux toute l'année dans l'image que j'avais d'eux qui réussissaient tous l'examen du ministère. Donc, je suis partie, moi, dans l'idée que je les ai vus déjà tous gagner. J'ai pas enseigné le premier mois. J'ai créé des liens. J'ai créé des liens. On a fait du plaisir. Je parlais en anglais, ils parlaient en français, français-anglais un peu. Puis plus je parlais en anglais, puis en français un peu, puis que je m'amusais, puis on riait de la langue anglaise, c'est devenu plaisant. Et à la fin, l'examen du ministère, ils ont tous passé. La directrice est venue me voir, elle a dit: «Excuse-moi, c'est pas comme possible». J'ai dit: «Ben, veux-tu regarder les examens? Regarde les examens». Elle voulait pas que je change, mais c'est comme c'est ceux qui vont nous regarder parce que ça peut pas ils peuvent pas tout passer. Mais j'ai dit: «Ils peuvent pas tout passer, mais ils t'ont tout passé». Fait qu'elle disait: oui, mais» je disais: «Non, mais, oui, mais, regarde, puis va les chercher, puis regarde les examens». Je leur avais tout montré comment construire ce que le ministère voulait. «Therefore, as far as I'm concerned, I think that». Il y avait déjà 10 points. Ils ont tout appris les structures, puis à chaque jour, on répétait les mêmes affaires. Ils ont juste fait copier-coller des apprentissages. Ils ont eu du fun. Ils ont écrit des images, des textes avec tous des mots qu'on avait vus. Et des gars de secondaire 5 qui n'avaient rien à foutre de l'anglais ont tous passé. Et ce que ça a créé pour eux, ça a créé une réussite et un succès, alors que c'était peu probable dans leur tête. Et ça a créé une boîte où est-ce que la boîte noire s'est effilochée et on a pu placer une ressource à la place. Mmh. Et ça, j'ai pas la place dans les écoles en ce moment pour pouvoir faire ça. Donc, je me suis dit: «Hey, tu es téméraire, Marie Boulanger, et si tu prenais tout ton héritage, tout ce que tu as vécu, tout ce que toi tu as passé, toute ta transformation que tu as faite, toutes les expériences, et si tu accompagnais des gens?» Fait qu'en même temps que j'enseignais, j'accompagnais à temps plein des gens. Honnêtement, avec du recul, je ne sais pas comment j'ai fait pour faire tout ce que j'ai fait, puis élever 2 enfants toute seule à travers tout ça, dans des sports d'élite, dans du théâtre, dans toutes les affaires qu'ils avaient à faire. Honnêtement, je regarde en arrière et je me dis: «Mais non, comment puis-je avoir fait ça?» Je ne sais pas. Ceci étant dit, c'est fait. Probablement que j'ai mis ma cape de superwoman, puis que probablement que j'ai fait avancer le temps et tout ça, mais en tout cas, ça a donné ça. Et ce que ça a fait, c'est que je me suis dit puis c'est intéressant parce que là, je fais une prise de conscience en ce moment, c'est qu'à l'âge de 7 ans, je m'étais dit que je créerais une école d'art, une école où est-ce qu'on pouvait apprendre l'art, parce que j'avais visité beaucoup de musées et tout ça. Je me disais qu'à l'école, on devrait mettre de la beauté sur les murs, de la beauté dans les villes, et c'est ça que je m'étais dit. Puis là, ben 50 ans plus tard, ben j'ai parti l'Institut d'hypnose globale du Québec. Au départ, ça s'appelait l'Institut Marie Boulanger. Puis rapidement, je me suis dit: «L'Institut Marie Boulanger, ça dit rien. Ça dit rien à personne, à monsieur, madame, tout le monde. J'ai une histoire, tout le monde a une histoire. Mais comment prendre cette histoire-là pour créer de la connaissance, de la compréhension évolutive?» Donc j'ai été chercher. Écoutez, je ne sais même pas. En même temps que ça, j'ai été chercher des formations en Europe, en Suisse, au Québec. Donc, j'ai été dans des écoles d'hypnose, j'ai été dans des écoles de chamanisme, j'ai été dans des écoles de plein de trucs qui ont été faits, mais je suis quand même une enfant autodidacte. C'est-à-dire que j'ai été chercher, j'ai lu, si vous voyez mes bibliothèques, j'ai lu tellement d'informations, et la grande joie d'un cerveau comme le mien, c'est qu'il est capable de faire, en anglais, on dit inferences, il est capable de faire des liens. Il est capable de prendre ça qui est compliqué, puis faire une super métaphore, créer un beau gâteau avec plein d'ingrédients, le mettre dans le four, attendre qu'il soit cuit, puis le sortir, puis le partager avec tout le monde. C'est comme ça que ça marche. Et là, mon école est née. Et l'école est née, et parce que je suis quand même pédagogue, j'ai été drillée à quand on commence petit avec un plus gros maçon et tout ça, j'ai vraiment réussi à créer, j'ai créé pour monsieur, madame, tout le monde, mais j'ai vraiment créé pour ceux qui accompagnent la conscience, qui accompagnent le développement personnel, qui accompagnent la santé. Hem, j'ai vraiment créé différents cursus. Donc, monsieur, madame, tout le monde commence par la base, comme là où j'ai commencé. C'est quoi l'hypnose? Comment ça fonctionne?
Je peux avoir des techniques, des petits quickies qui vont permettre de parler le langage de l'inconscient, puis de réparer quelques petites, bandes passantes pour que ça donne quelque chose de différent à l'extérieur. Ça, c'est cool, c'est un cursus de 4 jours, très simple, c'est les bases. Mais quand quelqu'un embarque dans les bases, c'est fini, là. Quand tu connais, quand tu as la connaissance, est-ce que tu peux ne pas savoir après? Non. Fait que les gens Mmh. continuent, ils s'en vont dans le praticien, qui est encore du testage, encore des techniques plus avancées. On bascule un peu plus dans le plus précis, le plus conscient, et on commence à vraiment parler le langage thérapeutique. Mais là où ça devient intéressant pour ceux qui veulent être des professionnels, c'est les 2 autres cursus après. On a le clinicien, 520 heures, et là, à la fin du clinicien, tu es capable d'accompagner quelqu'un en clinique avec 4, 5, 6, avec un point de vue logique sur je commence avec quoi? Avec sa problématique, je l'inspire comment? Comment je peux faire des métaphores? Qu'est-ce que je crée pour pouvoir l'accompagner jusqu'à ce qu'elle atteigne son objectif? Et aussi, pour pouvoir référer si ça va au-delà de ce que nous, on peut amener comme information. Pas avoir peur de perdre un client, avoir la conscience de dire, cela va au-delà de ce qui est là, je t'invite à aller voir le médecin. Parle-en au médecin. Et là, ce qui est génial, c'est que moi, je commence à être connue au niveau de la médecine parce que, imaginez-vous, je vais juste finir le dernier cursus. Le dernier cursus, c'est la maîtrise, le maître hypnothérapeute. Et c'est pas tout le monde qui veulent faire du global. Il y a des gens qui veulent faire thérapeutique. Jusqu'au clinicien, on fait du thérapeutique. Mais là, ensuite, on va chercher tout le transgénérationnel, puis toute la partie des métamondes, plus toute la structure de ça, et on va chercher la maîtrise de la globalité de l'être. Donc, la maîtrise, c'est quand même 2 ans. C'est 1 an et demi si tu es chanceux dans le cursus, là, mais je le donne une fois par année. Puis, ça prend à peu près 1 an et demi pour se former et d'avoir les connaissances. Cependant, vous savez comme moi, quand on sort de l'université, des fois, on se sent compétent et des fois, on dit: «Oups là!» Chez nous, mon approche, c'est que quand tu sors de l'école, tu es tellement en confiance, tu as tellement fait un travail sur toi tout au long de ça pour devenir quelqu'un qui est complètement dégagé, que tu transmets pas tes Pokémon à l'autre personne. Tu es tellement un canal libre et vraiment détaché de la réussite ou pas, que tu permets une expansion à la personne pour qu'elle puisse comprendre et faire ses propres prises de conscience. Et ce qui est différent chez nous, parce que ça, c'est une chose qui est importante, il y a une grande différence entre mon école d'hypnose, notre école d'hypnose, j'ai une communauté maintenant, notre école d'hypnose et les autres écoles d'hypnose qui sont là depuis un petit peu plus longtemps. Leur approche, elle est différente. Je ne suis pas en train de comparer, je suis juste en train de dire qu'est-ce qu'on offre chez nous qui est différent? Ben, c'est toute la partie du transgénérationnel, c'est toute la partie de ça et c'est la compréhension de la métaphore que je vous ai expliquée. Et à partir du moment parce que chez nous, on s'assoit pas, puis on lit pas un texte, puis ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, là. On travaille avec la personne issue du coaching, puis la personne on va être à un niveau peu profond de transhypnose, mais on va travailler en symbolisme à transformer sa carte du monde. Puis parce que c'est elle qui trouve ses solutions, parce que c'est elle qui fait son travail et que c'est pas rien d'imposé sur elle, les transformations sont des transformations identitaires permanentes dans le temps. Et je vous dis, c'est ça la différence entre une œuvre et un chef-d'œuvre. Et je considère que mon livre et je considère que mon école est un chef-d'œuvre. C'est merveilleux. Pour terminer, Marie, tu voulais parler du côté médical, peut-être finir avec ça? Exactement, exactement. Je voulais vous annoncer en grande pompe parce que je suis très, très fière. Vous savez, ma maman est une féministe et elle était engagée pour la cause des femmes. Ma maman, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'à Sherbrooke, en Estrie, moi, je suis de Sherbrooke, mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a travaillé avec une autre de ses amies, deux funky ladies. Et elles autres, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont travaillé à ouvrir des comptes épargne femmes. Et ça a été les premiers. Il y a 50 ans, les femmes n'avaient pas de compte de banque. Elles s'appelaient Madame Robert Boulanger, d'accord? Puis elles pouvaient emprunter sous le nom de leur mari. Là, ma mère a dit: «Ben non, on ne peut pas faire ça». Vous savez son programme, elle voulait ça depuis le début, des personnes autonomes, capables d'être souverains et tout ça dans leurs décisions. Fait qu'elle, elle a travaillé à ça. Mais ça, c'est sa cause, les femmes. Puis on voit bien encore aujourd'hui qu'il y a encore une dissociation dans le féminin et le masculin. Le féminin commence à prendre place, cependant, il y a une distorsion dans le féminin qui prend place. Il est très yang.
C'est comme j'ai une épée, je vais me battre, je vais aller là-bas et je vais faire ça. Ce qu'on a fait, je me suis associée avec Vicky Fortin. Vicky Fortin, elle a étudié chez nous et elle avait suivi une formation en hypnose médicale de 4 jours avec une dame de la France, parce que eux sont très avancés en hypnose médicale. Il y a déjà ça dans les hôpitaux. Fait qu'elle avait suivi cette formation-là, puis elle a continué à le faire. Elle est la seule de sa formation qui a continué à en faire euh, à l'hôpital de Montréal pour enfants. Donc, elle travaille là. Elle travaille comme technicien en radiologie. Fait que toutes les interventions où est-ce qu'il faut qu'il fasse des ponctions et tout ça, elle a commencé à faire ça, mais elle était la seule qui faisait ça. Et elle s'est dit, il me manque d'informations. Il y a quelque chose, c'est correct, là, je peux faire le premier niveau, mais il me manque quelque chose. Elle est venue faire une formation chez nous. Et en faisant la formation chez nous, elle a vu l'approche, la façon dont ça se faisait, et elle avait besoin quand même d'une école pour qu'on puisse donner de la formation aux médecins, aux anesthésistes, aux intervenants, aux infirmières qui sont dépassés à chaque fois qu'il faut injecter ou faire des procédures. Ça coûte une faramineuse excuse-moi, euh, niveau d'argent, au niveau des anesthésies, des médicaments, des médecins et tout ça. Et elle avait dans sa tête, she had a dream, and I had a dream, de ramener ça dans la science depuis longtemps. Puis je disais à ma mère avant qu'elle décède, je lui disais, tu vas voir, je te le dis. Oui, mais c'est scientifiquement prouvé, c'est scientifique, c'est-tu intelligent? Elle me disait tout le temps ça, c'est-tu intelligent? Je disais, hey, c'est tellement intelligent qu'en Europe, ça se fait dans les hôpitaux et tout. Je vais être émotive parce que j'ai construit, nous sommes les premières femmes au Québec à entrer dans les hôpitaux au Québec et donner des formations aux médecins, aux infirmières et aux gens qui en ont besoin au début, pour les enfants. Parce que les enfants, vous savez, il y a des enfants qui vivent dans les hôpitaux depuis tellement longtemps. Mmh. Là, j'en parle, mais c'est parce que j'ai aussi une expérience. J'ai eu une fille très, très malade. Ma petite fille a été très malade à l'âge d'1 an. Et je ne comprenais pas pourquoi je voulais absolument être dans les hôpitaux. Je viens juste, en vous parlant, je viens juste de faire le lien que c'est parce que j'ai eu une enfant tellement malade et que j'ai été tellement désemparée en tant que parent que je me suis dit, il faut que le parent comprenne qu'est-ce qui se passe. Tu peux pas lui dire, je vais mettre une clip sur son cœur, puis si ça ouvre, elle meurt. Tu peux pas faire ça avec un parent. Il faut que tu trouves une façon délicate, douce, d'expliquer les fondements, mais de transmettre l'information. Puis le langage de l'inconscient, le langage de l'hypnose, quand on parle en hypnose conversationnelle, c'est un langage qui est doux, que toute la partie inconsciente comprend. Donc, on est les 2 premières femmes dans un monde d'hommes, parce qu'en hypnose, en ce moment, tous les propriétaires d'écoles d'hypnose, c'est des hommes, et c'est des hommes depuis la nuit des temps. Et là, il y a 2 grandes femmes avec leur couronne qui ont comme objectif, pas la compétition, qui ont l'objectif de transmettre au meilleur de nos connaissances par la science, par la conscience, à la science consciente et un peu inconsciente, des stratégies pour que ce soit moins invasif, qu'il y ait beaucoup moins d'anticipation à la douleur et qu'il y ait un soutien de conscience, donc du cœur, dans la relation à l'hôpital. Et je vous dirais, je suis quand même impressionnée, flabbergastée. Fait que je vais parler à ma maman. Oui, c'est le fait pour toi, en partie, mais pour toutes les femmes, tous les enfants qui vont vivre les interventions. Et je dirais que, le fait d'amener l'hypnose humaine et amener le cœur dans un milieu stérile, ça fait un grand bien. On a fait plusieurs formations à l'hôpital de Montréal pour enfants, mais on en a fait notre dernière formation, c'est dans mon bled. Ça fait énormément de sens. C'est à Sherbrooke, au CHU de Sherbrooke, en pédiatrie. Et on a accompagné ça. Et ce que j'ai eu, c'est une lettre de référence de la dame qui nous a donné le contrat. Et elle a dit que ça a changé toute la dynamique, même entre eux, entre médecins. Les parents sont plus calmes, les enfants sont bienveillants, tout le monde comprend ce qui se passe avec 10 personnes. On a formé 10 personnes dans le domaine. Fait qu'imaginez 10 personnes qui influencent 10 autres personnes. On est dans la théorie du centième singe, là. On est dans la transformation complète de l'énergie, de la dynamique d'un endroit. Donc, à ceux qui ont dit que j'ai pris mes informations dans une boîte de Cracker Jack, ben, je dis non, non, non. Je dis que la science a créé ça, la compréhension et la conscience éveille la conscience et on n'a plus besoin de souffrir aujourd'hui. Cependant,
On n'a plus besoin de souffrir pour éveiller à la conscience. Mais le cerveau humain va choisir la souffrance pour être capable d'arriver au bout de ça, pour dire: «Il y a rien d'autre, je suis obligé de prendre responsabilité». Mais maintenant, on a de l'information, ça peut ne pas être souffrant, mais on a quand même un cerveau reptilien qui lui dit: «Eh, je connais la souffrance et c'est quand je vais arriver au bout de ça, je vais avoir un accident, le cancer ou je vais perdre quelqu'un ou quelque chose que je vais commencer à faire un travail identitaire sur moi, puis me libérer des ancêtres, me libérer de ce qui me programme, sortir de la mélasse et de la glu, sortir du système pyramidal, puis commencer à embarquer, donner la main à quelqu'un, qui donne la main à quelqu'un. Puis quand moi j'ai besoin, je donne la main à quelqu'un ou je tiens la main à quelqu'un qui en a besoin. On avance tout le monde dans la belle grande chaîne humaine. Et je veux juste rajouter les animaux parce que les animaux sont des créatures extraordinaires et merveilleuses. Et je sais que Joanne, tu connais les élémentaux et tout. Donc, tous ceux que l'on ne voit pas nécessairement, ils ont une fantaisie et de l'humour extraordinaire et travaillent, eux autres, dans leur plan vibratoire. Les anges, les archanges, ce sont tous, dans mon idée à moi, des archétypes qui peuvent nous transmettre des qualités qu'on a déjà, mais qu'on va débloquer. On débloque le système et on se permet de travailler et de recevoir cette fréquence-là. Voilà. Écoute, c'est super beau et je trouve ça magnifique ce que tu fais. Ça amène une différence autant au milieu hospitalier qu'avec les étudiants. Et on a beaucoup besoin de ça dans notre humanité, de gens qui ouvrent les consciences. C'est vraiment ça, ce que tu fais. Oui. Tu amènes les gens ailleurs et que tu as le courage d'avancer. Et ben, je veux juste te dire que je trouve ça extraordinaire. Ah, merci Joanne, merci Joanne. Je commence à ressentir l'impact parce que vous savez, quand on commence dans la base, on commence avec le petit, hein, on commence à faire des petits changements et tout ça. Mais je me dis qu'une parole de bienveillance ou un concept enseigné pour que quelqu'un puisse se gérer a un impact sur tout le reste de l'univers. C'est Certain. vraiment ça. Puis à la fin du livre, je t'explique toute la fraction, comment finalement notre cerveau, c'est comme des galaxies. Finalement, on est le microcosme dans le macrocosme et j'explique tout ça et c'est tellement beau. Puis la métaphore derrière tout ça, c'est toujours redevenir le scénariste de ton propre film. Donc, on est là. Et ça, c'est très empouvoirant. Ça redonne le pouvoir à tout le monde d'arrêter d'être dépendant d'une opinion, d'un regard, de ce que quelqu'un dit. Ça ne définit en rien ce que tu es. Ce que tu es est à l'intérieur de toi. Et la seule façon d'y aller, c'est quand même de comprendre le langage et de se laisser porter en état altéré de la conscience. Une petite dernière chose. Ce qui est intéressant, c'est que les enfants sont déjà dans un plan vibratoire qu'on appelle des ondes θ et alpha. Donc, ce sont les ondes d'hypnose. Donc, les enfants sont déjà en hypnose ou sous hypnose ou dans l'état d'hypnose. Et pourquoi l'hypnose fonctionne tellement bien? C'est parce que nos grands programmes de fond, nos grandes expériences entre l'âge de 0 et 7 ans ont été vécues dans les ondes altérées de la conscience, dans des ondes d'hypnose. Alors pourquoi? Quand je vais retravailler dans le langage qu'il a créé, ça va vite? Bien, tout simplement parce que je suis dans la même fréquence de la mémoire qui a été faite. Et j'ai accès à toute l'information. Dès que je comprends comment rentrer dans la structure de l'inconscient, toutes les informations symboliques sont là. La grande bibliothèque intérieure est pas dans l'akashique, je m'excuse, c'est pas à l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur de nous. On a tout ce qu'il nous faut à l'intérieur de nous. Ça prend juste un guide ou quelqu'un qui connaît un petit peu plus, qui a un pas d'avance. Je prétends pas avoir 10 000 pas d'avance sur tout le monde. Je prétends avoir un pas dans l'engrenage d'une compréhension parce que j'ai une expérience. Et c'est une expérience, c'est une programmation, c'est une compréhension expérientielle. C'est pas une compréhension ici. J'ai été longtemps à avoir des compréhensions ici, mais le meilleur moyen, c'est de les télécharger, puis de les expérimenter, de les vivre et de les porter. Et à partir de ce moment-là, ce que j'ai compris, j'ai plus besoin d'aller en manque à l'extérieur pour trouver des clients. J'ai juste à être ce que je suis dans ma grande liberté intérieure et ma nouvelle identification. Et ça fait juste comme appeler à la curiosité des gens. Donc, je vous remercie, les filles, parce que je me dis toujours, ben, je me le dis, la connaissance éveille la conscience. Et moi, plus je suis connue,
plus je suis capable de transmettre vibratoirement l'information, plus les gens sont capables de dire: «OK, je viens de comprendre que tant que je reste ici dans le niveau de la surface à essayer de trouver des solutions et tout ça, que je parle pas ce langage-là et je fais pas mon propre point de bifurcation conscient, ben j'ai pas accès à toute l'information qui est là». Puis une dernière petite chose, l'inconscient régule et organise 98 de tous tes choix de cours d'action. C'est inconscient. Oui, je vais prendre la décision consciente, mais quand je sais pas quelle décision prendre, c'est parce que j'ai une bande passante qui me dit: «Tu es mêlé, il y a quelque chose, il y a une petite alarme, viens donc voir». Libérons ça, puis après ça, tu vas savoir c'est là. Puis le truc que je donne, le plus simple truc que j'ai appris dans toutes les formations où je me rappelle même pas d'où ça vient, c'est: est-ce que c'est lourd pour toi ou est-ce que c'est léger pour toi? Si c'est léger, that's it. Si c'est lourd, sors de là, sauve-toi. À moins que tu veuilles une grande leçon karmique, là. Mais on a vraiment cette mesure de compréhension à l'intérieur de nous. Donc, c'est ça et c'est tout ça. Je vous ai raconté quand même 57 ans en l'espace d'une heure, mais à travers tout ça, je vous invite à vous informer. Je vous invite en tout cas, à lire le livre qui va déjà être une première. Le livre, vous allez le lire, mais je l'ai construit pour que vous puissiez ressentir les métaphores qui sont derrière et que ça fasse automatiquement un travail dans la lecture que vous allez faire. C'est pour ça que ça m'a pris 3 ans. C'est pas parce que je suis pas vite, c'est parce que c'est pour ça. Je vous ai fait un bijou. Ben, merci beaucoup, Marie. Oh, On a une question qu'on pose, à la fin à tout le monde, mais tu en as ah quand oui? même parlé durant, toute, la rencontre. OK. Puisque le podcast s'appelle Canal et conscience, qu'est-ce Mmh. que ça veut dire pour toi, conscience? Ben, si j'y vais avec le grec, c'est «con», la science. «Con», juste la science. OK? «Con», juste la science. Ça, c'est un petit peu d'humour, mais si j'y vais avec le mot vibrant «conscience», c'est comment amener la vibration de lumière pure à travers les étapes de diffraction dans une structure matière pour éveiller la vie à travers tout ça. Donc, la conscience, pour moi, c'est l'amour, la lumière pure qui s'incarne dans un choix d'âme, qui s'incarne à venir vivre une expérience sur la Terre. Et une prise de conscience, c'est de ramener vivante une mémoire oubliée. C'est ça la Mmh. conscience pour moi. Merci beaucoup. Pour ceux et celles qui aimeraient connaître un peu plus sur toi, ton école, c'est où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, sur le web ou Ben, c'est tellement facile. C'est Institut d'hypnose globale du Québec, c'est un anagramme, c'est les lettres. Donc, IHGDQ. GDQ, tu peux pas te tromper, OK? Si tu le vois en grivois, mais c'est très bien. Ça va être un ancrage, tu vas être capable de t'en rappeler. IHGDQ.com. J'ai mon site Internet, un site Internet génial, où est-ce que tu peux trouver des ressources également, mais surtout voir on commence par quoi? On va par quoi? Évidemment, je vous ai pas parlé de toutes les autres axes que j'utilise parce que je voulais quand même concentrer sur l'état d'hypnose puis sur l'entreprise de l'hypnose. Mais sachez que j'offre d'autres services. J'offre des services de médecine énergétique également pour vraiment libérer les corps énergétiques. Mais j'offre également une technique qui, moi, m'a sauvé la vie, littéralement. Euh, je parle de moi, ça m'a sauvé la vie, c'est la respiration holotropique. Pas le breathwork, pas la respiration, pas ça, celle de Stanislas Grof, dans une structure scientifique où il y a eu des recherches qui ont été faites, mais surtout dans une approche globale, qu'on ne fait pas dans le breathwork normal. Dans le breathwork normal, on va faire ça, mais nous, chez nous, on part avec une structure où est-ce qu'on a une intention. De cette intention-là, on commande au corps de nous montrer les mémoires par le souffle. Et ensuite, il y a 2 heures et demie de session. Et après ça, il y a un retour on intègre l'information. Et en plus, on va utiliser toutes les neurosciences pour se calmer le pompon, puis réintégrer ça pour que ça change ton identité et que tu puisses quand même devenir très, très léger et très, très libre. Beaucoup de témoignages. Ça fait quand même 40 ans que je travaille avec cette approche-là. J'ai été initiée à 17 ans.
C'est très intéressant. Fait que, il y a beaucoup de petits bonbons là, puis j'ai écrit des textes aussi, j'écris des textes dans Le Pendule, qui est un magazine, spécifiquement pour les hypnothérapeutes, avec plein de techniques. J'ai écrit un article dans tous les magazines qui sont sortis. Je pense que c'est le 5e qui sort. Il y en a un qui va sortir maintenant sur, le bas qui blesse mon corps, le poids. Donc le surpoids, comment on peut aller chercher des racines, il y a beaucoup de racines au niveau du poids et de son image intérieure. Donc, il y a un grand article qui va sortir aussi là. Donc, j'essaie de plus en plus d'être connue, d'être visible et d'être vue. Et je vous dirais que je suis touchée par la qualité de votre écoute, mais aussi la place que vous m'avez offert pour être moi-même dans une vibration qui est collective ensemble. On est un beau mandala ensemble, les filles. Ben, merci infiniment, Marie, puis, pour ta Mmh. présence, la richesse aussi de tes partages que Mmh. tu nous as apportés. Alors à Mmh. vous qui nous écoutez, si cette conversation vous a inspiré, abonnez-vous à notre chaîne Canal et Conscience et partagez cet épisode à plusieurs personnes pour vraiment faire circuler la lumière. Donc merci d'avoir été avec nous et à très bientôt dans Canal et Conscience.